El Hadji Hamidou Sall, bonsoir. Bonsoir, Alioune Sarr. 20 décembre, 20e anniversaire de la disparition de Léopold Sédar Senghor, 20 sur 20 pour donner une note à un enseignant. Mais pas que, président et poète, homme de lettres et homme d'État. Entre les deux, un trait d'union. Les pieds à Joal, son esprit a fait le tour de la planète. Deux mamelles lui ont servi pour catapulter sa pensée ici comme ailleurs, la littérature et la politique. L'enracinement et l'ouverture, telle était sa devise. En 2001, la faucheuse emporte sa vie, mais reste intacte son œuvre. 2 décennies plus tard, que reste-t-il de la pensée de Léopold Sédar Senghor à El Hadji Hamidou Sall? Esprit protéiforme, vous l'avez dit. Oui. Il était un homme de multiples légitimités, pionnier et bâtisseur, 2 fois créateur, par le verbe parce que poète, par l'action parce que homme engagé en politique. 40 ans après son retrait volontaire du pouvoir. En 80. En 80, il faut souligner volontaire parce que nous sommes dans le contexte d'une Afrique dominée par les partis uniques et les coups d'État militaires. Et voici qu'un homme, au fait de la gloire et des honneurs politiques, se lève pour rendre son tablier et se restituer au seul royaume véritablement sien, celui de l'écriture. 20 ans après son décès. Nous avons donc une plage de temps assez importante qui nous permet de méditer sur sa trajectoire et sur son action. Il est apparemment mode de démolir Senghor aujourd'hui au regard de beaucoup d'attentes et de beaucoup de problèmes que nous vivons à l'heure actuelle au niveau national, continental et au niveau du monde. Et pour quelle raison? Oui, mais je voudrais dire à ce niveau-là que si on prend le temps de lire Senghor, d'observer sa trajectoire, de par la réflexion, sa contribution, il est quelqu'un qui, de mon point de vue, je n'hésite pas à le dire, Senghor reste une source pour demain. Parce que cet esprit protéiforme s'est penché sur beaucoup de questions qui structurent notre quotidien. Il l'a fait à partir d'une profonde connaissance du passé, de notre passé, étant entendu que ma conviction est profonde, que le passé est la racine du futur. Il s'est frotté à beaucoup de problèmes, notamment de la construction et de l'édification d'une jeune nation. Ce n'est pas simple. Il est arrivé au pouvoir dans un contexte difficile. Je veux dire par là que lorsque Senghor est devenu président de la République du Sénégal en 60, quelle était la situation? Nous sommes un petit pays, petit par ses frontières, par sa superficie. L'économie de ce pays reposait sur l'agriculture. Cette agriculture reposait sur la monoculture arachidière. Cette monoculture arachidière était tributaire des aléas climatiques. Il est resté au pouvoir pendant 20 ans et il y a eu 13 années de sécheresse. Voilà le contexte. Mais c'est dans ce contexte de relative faiblesse économique, parce que nous n'avions pas de pétrole, nous n'avions pas de diamant, ni de manganèse, ni d'uranium, ni de coltan. C'est dans ce contexte de relative faiblesse économique qu'il a su donner à la voix du Sénégal un écho planétaire. Et ça, ce n'est pas peu. Et ça, je dis qu'il ne faut pas sous-estimer cela. Et pour le faire, qu'a-t-il fait? Il était d'abord professeur. Et lorsque Senghor est arrivé au pouvoir, il a tenu le Sénégal comme le professeur tient sa classe. Quand je dis un professeur, comment il tient sa classe, le professeur a une énorme responsabilité. Parce que l'enfant, qu'est-ce que c'est? L'enfant, c'est une créature inachevée à mettre en perspective. Donc la mission du professeur est une mission fondamentale. Il était professeur, il a enseigné en France, il est venu, il s'est retrouvé homme d'État à la tête du pays, il a tenu le pays comme le professeur tient sa classe. Donc, éduquer. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à pas mal de problèmes qui peuvent nous montrer combien l'éducation peut être extrêmement importante. Nous parlerons de la politique d'éducation, oui, de Senghor, mais insistons-nous d'abord sur la culture. Joal,
Je me rappelle, un creuset culturel. Pourquoi Senghor a pris la culture comme un levier important pour bâtir la nation, une nation, on peut dire, arc-en-ciel? Senghor était convaincu que la culture doit être au début et à la fin de tout processus de développement. Il n'avait pas tort. Et les années lui ont donné, la suite lui a donné raison. Alpha et oméga du développement, la culture, souvent on a tendance à la réduire à ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire que folklore ou bien, voilà. Or la culture, c'est une manière d'être, c'est une manière de se comporter, c'est une manière de lire et d'appréhender le monde. C'est un instrument et un outil d'investigation de notre passé, de notre présent et pour construire également notre avenir. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart des grandes nations qui quelquefois même sur le plan économique battent le tempo du monde, accordent une importance toute particulière à la culture, même si ce n'est pas des pays dont on... Voilà, prenons l'exemple de l'Amérique. L'Amérique sait ce que les industries culturelles, ce que l'économie de l'immatériel joue dans son truc. Le soft power. Le soft power. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle de soft power. Ouais. Mais soft power, Senghor était dans le soft power bien avant que ce terme-là n'ait l'actualité qu'il a. C'est en cela que je dis que ce poète, ce visionnaire, est à reconsidérer. Et d'ailleurs, bon, j'ai dit poète, j'aime bien donner la définition que Rimbaud donne du poète. Rimbaud nous dit que le poète est un voyant. C'est celui qui est conçu pour voir et sentir ce que les autres ne voient pas. Il y a d'autres poètes tels que Hugo qui nous dit que le poète, c'est celui qui vient en des jours impies préparer l'avenir. Donc cette notion de prospective, c'est extrêmement important quand on dirige un pays. Et la stabilité politique est-elle le reflet un peu de ce dialogue interculturel bâti au Sénégal? Il l'est, et sous ce rapport, si vous en êtes d'accord, moi j'aimerais bien, dans mon dernier ouvrage, j'ai particulièrement insisté sur ce passage, sur cette sorte de spécificité sénégalaise, et avec votre accord, je peux... Une note de lecture, allez-y. Une petite note de lecture qui donne ceci. Donc... Et l'ouvrage s'appelle L'Occident ambigu. Voilà. C'est ça. Une critique de l'Occident. Ouais. Voilà. C'est à Léopold Sédar Senghor, poète et homme d'État, que nous devons la formule de l'accord conciliant. Elle résume l'essence d'un art de vivre sénégalais basé sur la culture d'un merveilleux lien social, tout tourné vers la recherche et la consolidation de ce qui unit. L'accord conciliant, c'est cette magnifique voie qui permet d'aller à l'essentiel pour asseoir le commun vouloir des vies communes, auquel sa présidence durant et même au-delà, il n'a cessé d'appeler ses concitoyens. En effet, le Sénégal, c'est ce pays où cohabitent harmonieusement une très large majorité de musulmans et une minorité de chrétiens. C'est cette majorité de 95% de musulmans qui avait choisi de porter et de maintenir à sa tête, comme président de la République, un homme appartenant non seulement à une minorité religieuse, mais aussi à une minorité ethnique. Issu du groupe des Sérères, Léopold Sédar Senghor était un fervent catholique qui lisait sa messe dans le latin de la Vulgate, celui de Saint Jérôme. Homme politique, il a toujours bénéficié du soutien sans faille des grands chefs religieux musulmans, notamment de celui des guides des deux principales confréries du pays. Intellectuel de haute facture, humaniste et fin connaisseur des Écritures saintes, Léopold Sédar Senghor, aux côtés d'autres grandes figures du pays, s'est toujours battu pour construire un dialogue des cultures fécond et soutenu dans un pays où les hommes et les femmes ont toujours su maintenir un bel équilibre entre l'orgueil d'être différent et le bonheur d'être ensemble, pour reprendre encore une de ces belles formules. Homme d'État, Léopold Sédar Senghor a contribué à forger une nation et surtout à consolider l'unité du Sénégal pour en faire un pays de tolérance et de laïcité active. Avec d'autres Sénégalais, il a consolidé les bases d'un dialogue constant et quotidien entre musulmans et chrétiens qui avaient depuis très longtemps appris à vivre, à travailler, à souffrir ensemble. Merveilleux pays où l'on trouve dans une même famille des imams et des curés, de même père et de même mère. Merveilleux pays où les hommes et les femmes de religions différentes, dans certaines circonstances, heureuses ou pénibles, se retrouvent à communier dans les églises et les mosquées.
où de tels hommes et de telles femmes prennent part en communion, en commun, à toutes les actions de solidarité pour, par exemple, construire ensemble une mosquée ou une église. C'est aussi cette belle solidarité qui fait que partout, musulmans et chrétiens cultivent ensemble leurs champs, mangent ensemble la viande du mouton, de l'Aïd ou le ngalach, la bouillie de mil et la pâte d'arachide quand arrive la Pâque. Ces Sénégalais de confessions différentes se fréquentent, s'apprécient mutuellement, se marient et fondent ensemble des foyers qui sont le socle de cette harmonie fondatrice de ce qu'il est convenu, de ce qu'il me plaît de nommer après d'autres l'exception sénégalaise. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays à travers le monde, mais nulle part je n'ai vu cette chimie organique propre à mon pays. Dans plusieurs localités, au soir de Noël, dans beaucoup d'églises, il y a très souvent plus de musulmans que de chrétiens pour célébrer cette fête de la nativité. Il n'y a là rien de surprenant si on sait que les Sénégalais instruits de leur religion savent que Jésus est un prophète et un des principaux prophètes célébrés dans le Coran. Ils savent qu'il est le fils de Mariam, la seule femme nommée dans le Coran, le livre de leur cœur, un livre très explicite sur le miracle de la naissance de Jésus. Ouais. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. C'est la parole de Dieu. C'est aussi chez nous, la religion, comme on le voit, a un rôle unificateur, pacificateur et révélateur de tout un art de vivre sénégalais. Rappelons que religion vient du mot latin religere, qui veut dire rassembler, relier, unir. Voilà pourquoi, en ayant été élevé dans cette société sénégalaise si compréhensive et si unie, il m'est impossible de comprendre ni a fortiori d'accepter tous les intégrismes et toutes les exclusions qui reposent sur le fait religieux. Et que reste-t-il, après cette belle lecture, que reste-t-il de ce legs, l'exception sénégalaise aujourd'hui? Un legs est à consolider, à maintenir. Il faut le vivre et continuer à le vivre. Moi, je ne suis pas sur l'Himalaya du scepticisme. Je garde espoir. Je sais que ce pays a des racines tellement profondes dans l'unité, dans la tolérance, dans la compréhension et dans la culture, avec son esprit, que on a beau être tourmenté et travailler par plusieurs ferments, nous saurons résister parce que nous n'avons pas d'autre solution que celle-là. Nous avons une civilisation à construire, à maintenir. Nous avons une esthétique à rebâtir. Or, nous avons la matière parce que nous avons un vécu. Nous n'aurons pas à découvrir ce que c'est vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, puisque on parle de Senghor, ces discours, ces interventions, ces textes, cette parole sacramentelle, vivre ensemble, du vivre ensemble, qui était devenu comme une sorte de leitmotiv dans ces discours. Autres Sénégalais qui vivaient parmi nous, le commun vouloir de vie commune. N'est-ce pas? Ça, c'est une chance du Sénégal parce que c'est ça qui crée la stabilité. Or, sans la stabilité, rien n'est possible. Et est-ce que le discours politique, ce discours politique nouveau-là, entretient ce legs immense? Maintenant, le discours politique, vous savez, moi je pense que là, on revient encore à l'éducation à l'école. Je veux dire que l'école, je parle de l'école formelle, mais il n'y a pas simplement que cette école-là. La première école, c'est d'abord la famille. La famille, qu'est-ce que c'est chez nous au Sénégal? La famille est un creuset de valeurs consensuelles entre différentes générations, où l'essentiel s'acquiert quand on est tout petit et enfant. Ce qui fait que le maître, quand il vous prend en charge en classe de CP1, la première année à l'école primaire, il ne fait que parachever quelque chose qui avait été commencé au sein des familles. Les familles jouaient un rôle extrêmement important. Le jouent-elles encore aujourd'hui? Là est la question. Parce que il y avait toute une éthique comportementale qui était transmise à l'enfant. Il était élevé dans ça. Sans compter aussi que l'enfant au Sénégal allait aussi à l'école coranique, qui était déjà aussi une école qui s'ajoutait à cette école traditionnelle. Mais de tout ça, il nous faut
maintenant réfléchir sur ces questions-là et revenir aux fondamentaux. Mais elle n'a jamais de ça. Si on voit aujourd'hui notre système éducatif qui est en lambeaux avec les violences dans les temples universitaires comme scolaires, est-ce qu'aujourd'hui on a bien sauvegardé ces legs immenses? Parce que quand on parle de Senghor, c'est quelqu'un qui a insisté sur bâtir des ressources humaines de qualité, par exemple. Absolument, je suis entièrement d'accord. Quand je dis l'école, quand je dis la formation, l'école, c'est aussi des programmes scolaires. Oui. Or, un programme, on le déploie sur une séquence de temps. Oui. J'étais à l'école primaire, probablement vous, en fait, j'étais à l'école, disons, à l'école primaire, au lycée, vous sans doute, l'année scolaire, c'était 9 mois. Oui. Et 3 mois de vacances. Oui. Mais aujourd'hui, je constate que c'est 3 mois d'année scolaire et 9 mois de vacances. Pour plusieurs raisons que vous connaissez autant que moi. Mais tant qu'on n'aura pas inversé pour revenir aux fondamentaux, l'enfant n'aura pas suffisamment de temps pour pouvoir assimiler son programme et donner au maître en tant qu'autorité, au professeur en tant qu'autorité, toute la latitude pour déployer ce qui doit être structurant pour construire l'enfant. Et quelles sont les raisons qui nous ont poussés à sortir un peu de cet âge d'or? Mais écoutez, les raisons qui nous ont poussés à sortir de cet âge d'or-là, il faut que nous tous, nous scrutions notre vécu, notre quotidien, commencer d'abord par nous-mêmes, individuellement, collectivement, pour le comprendre. Il y a plusieurs forces qui travaillent dans ça. Bon, moi, je me souviens, j'étais à l'école, il n'y avait pas beaucoup de grèves d'enseignants. Ouais. La revendication, elle est légitime. Ouais. La revendication pour améliorer sa situation d'enseignant, parce que bon, l'enseignant, pour qu'il puisse donner la pleine mesure de son talent et de sa mission, il faudrait qu'il soit dans les conditions. Exactement. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais quand tout se résume qu'à la revendication matérielle, quand la mission, le sacerdoce n'est plus là, quelque part, il y a un problème. Disons les choses telles quelles. Le Sénégal, nous avons eu un système éducatif mais extraordinaire qui a permis aux enfants du Sénégal d'entrer dans toutes les grandes écoles du système qui était le nôtre d'abord, le système français, et même au-delà du système français. Les Sénégalais sont allés à Polytechnique Centrale, Mines, Ponts et Chaussées, ils sont allés à Supélec, ils sont allés partout, au-delà, ils sont même allés jusqu'à MIT, ils sont allés à Wharton, ils sont allés en Pennsylvanie, partout, ils ont même été en Angleterre, partout. Mais ça, c'était quoi? C'était un système éducatif de qualité. Et là, je pourrais vous dire que j'ai vu Senghor se pencher, mais méticuleusement, sur une sorte de, que j'appellerais clé de répartition des professeurs. Il regardait le pédigré de chaque professeur. Faire un équilibre, parce qu'à l'époque, nous avions des lycées d'excellence qui étaient répartis dans les régions du Sénégal. À l'époque, moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, il y avait des régions où il n'y avait pas de lycée, mais Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Dakar, mais c'était des lycées qui se valaient et qui donnaient des résultats extraordinaires au moment du concours général. Mais parce qu'ils le surveillaient au quotidien. Et puis, à l'époque, les jeunes Sénégalais étaient convaincus, grâce à l'éducation que leur donnaient leurs parents, que la meilleure manière de réussir dans la vie, c'est de réussir à l'école. Ouais. Il n'y avait pas de raccourci qui consistait à contourner par des voies... L'avoir était au-dessous de l'être. Complètement, complètement. Et ça, quand on le met chez un enfant, quand il sait que la seule voie, c'est celle d'abord de sa propre formation. Et en cela, beaucoup de choses facilitaient ce contexte-là. Musulmans, on nous dit que le premier verset du Coran, c'est une injonction, c'est sur le mode d'une injonction. Iqra, il faut apprendre. Ouais. Et ensuite, on nous dit que le prophète lui-même, paix et salut sur lui, nous dit que le savoir, la connaissance, il faut aller la chercher partout, même s'il le faut derrière la Chine, etc. Donc vous voyez cette notion d'ouverture, cette notion d'élargissement du champ où il faut aller conquérir le savoir. Parce que le savoir est une véritable industrie. Aujourd'hui, qu'en est-il? Exactement. Et l'enfant, on dit trop souvent que l'enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit. Quand l'enfant voit un peu,
dans les médias, l'image projetée par les universités et les écoles, des temples du savoir où les pierres parlent plus que le savoir, est-ce que l'enfant là ne voit pas qu'il y a plus de raccourcis que de prendre le chemin qui mène vers le savoir, par exemple? Dans ce cas, mon cher Pape Ali, il faudrait que vous veilliez un peu à la sémantique. Là. Vous dites il y a plus de pierres que de trucs, donc ce n'est pas un temple du savoir. Dès l'instant où la violence qui... Quand on voit les universités... supposait être un temple du savoir. Exactement. Bon. Moi, ma conviction est profonde que, d'abord, quand on est enseignant, oui, on n'enseigne pas seulement ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. L'exemplarité de l'enseignant. Aujourd'hui, en France, ou presque partout, dans une salle de classe, le véritable patron, c'est l'élève. C'est l'élève qui dicte la règle. C'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, la manière dont on a vidé nos programmes éducatifs. Aujourd'hui, on veut tout ramener à la facilité. On ne développe pas chez l'enfant le culte de l'effort. Le culte de l'effort. Pourquoi? Je donne un exemple. Allez-y. Aujourd'hui, on nous dit ah oui, tel texte est trop compliqué, il faut le faciliter. Donc, il y a 1, 2, 3 mains qui travaillent là-dessus pour que ce soit absorbable à l'enfant. Mais non. L'enfant, il faut le confronter à la difficulté. Il faut qu'il y aille, il faut qu'il s'accroche, il faut qu'il plonge. Moi, à mon âge, après ma formation, il m'arrive de prendre un texte, de le lire et de ne pas le comprendre, notamment en poésie. Mais je m'accroche, je peine, je souffre, je suis là. Je m'aménage une plage de silence d'abord pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation du bruit. Personne ne peut trouver le moyen de travailler. Or, moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas avoir un casque, un écouteur et puis plonger dans des textes quand même assez sérieux. Bon, ça, c'est la première chose. Mais le culte de l'effort, s'accrocher. Il m'arrive de lire un texte, de ne pas le comprendre, mais je m'accroche. Et quelquefois, tard le soir, dans la nuit, je me lève pour aller prendre un verre d'eau. Mais entre mon lit et le réfrigérateur, il y a comme une voix qui me parle. C'est l'auteur. Et finalement, j'ai une clé et je laisse mon âme se remplir d'une plénitude parce que j'ai compris au bout d'un effort. Mais attendez, moi, je peine. Il y a des gosses qui sont moins informés que moi. Ils ne veulent pas peiner. C'est pas possible. C'est pas possible. Il nous faut une violence accouchée de l'histoire, comme disait Lénine. Ce qui se passe dans les écoles, n'est-ce pas le reflet de notre champ politique? Autrement dit, la fusion ou bien l'effervescence de l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, El Hadj Amadou Sall, cache-t-il un manque d'argument tout simplement? Vous savez, moi, ma conviction est profonde que d'abord, nous sommes dans des sociétés qui ont un vécu et un passé lumineux. Une société de tolérance et de dialogue. Il est un adage africain qui dit que chez nous en Afrique, rien ne se gâte si à son sujet il y a eu suffisamment de paroles. La parole et l'échange rationnel est un antidote à la violence. Et généralement, quand on manque de vocabulaire, quand on manque d'arguments, il y a une inflation de coûts. C'est ça d'abord le problème. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la formation. Ça nous ramène à la formation. Et je dis que il nous faut reconsidérer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la politique, dans l'espace politique, le champ politique, les hommes politiques. Revenons à Senghor. Oui. Moi, j'ai vu Senghor, d'abord, quand il s'est lancé en politique, il était à la SFIO. La SFIO était un parti métropolitain, immense parti française de l'Internationale ouvrière. Et à un moment, lui, il ne s'est pas senti à l'aise à l'intérieur du Parti socialiste. Il a commis une lettre à Maurice, non, lettre à Guy Mollet. Je pense à Maurice Thorez, parce que 10 ans avant lui, son ami et compagnon en négritude, Aimé Césaire, qui était dans le Parti communiste, s'est senti à l'étroit et a balancé l'historique lettre à Maurice Thorez. Ils étaient déjà dans des réflexions de programmes, des contenus, des visions. Ensuite, Senghor, quand on regarde son œuvre aujourd'hui, tome 1 jusqu'à tome 5 des Libertés, c'est programmatique. C'est des réflexions sur des questions de développement, de société, etc. Tout. Donc, il produisait de la pensée. C'était un producteur de pensée. Et cette production était la production de son parti.
ses camarades s'en imprégnaient. Il y avait des écoles, on formait les jeunes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'après cette génération des Senghor, des Césaire, etc., nous sommes dans la marée basse de la pension, de la pensée. Il y a une sorte de vacuité. Moi, je vois des hommes politiques qui se lèvent, qui tonnent plus fort que le tonnerre et qui, en termes de production de pensée, ne donnent absolument rien. C'est à cause des politiques ou c'est à cause de la société? Non, moi Parce que les hommes politiques également sont des Sénégalais. Oui, ils sont des Sénégalais, mais regardez, les Sénégalais, c'est des Sénégalais qui aspirent à diriger d'autres Sénégalais. Vous savez, la mission de conducteur d'homme, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Vous pouvez vous lever au nom du principe qui nous organise, parce que c'est la démocratie. Vous pouvez vous lever et dire que bon, vous voulez le pays. Vous en avez le droit. Mais quelquefois, vous êtes pris par autre chose ou bien vous êtes intéressé par plus autre chose et vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais une fois qu'il a ce pouvoir-là, il faut qu'il sache aussi qu'il parle et agit en votre nom. Donc, quelque part, il a une immense responsabilité de conducteur d'homme. Et moi, ma conviction est profonde que le pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, de sensible et d'important. Quand on veut diriger des hommes, on demande généralement un peu plus. On doit être dans une sorte d'exemplarité. On doit avoir un coffre. On doit être tolérant. On doit être patient. On doit développer une qualité d'écoute extraordinaire. Léopold Sédar Senghor, j'ai eu la chance de le connaître, de le côtoyer. Mais une des choses qui m'ont frappé, une chose qui m'a frappé chez cet homme-là, c'est sa capacité d'écoute. C'est dans le silence, en écoutant, que Senghor retrouvait son interlocuteur et se retrouvait lui-même. Et à partir de ce moment-là, il a tout construit à partir de compromis dynamiques. Senghor était un homme de compromis. Je préfère un mauvais compromis qu'une bonne guerre. Mais les divergences politiques à l'époque, à l'âge Hamidou Sall, étaient également profondes du temps de Senghor. Les divergences politiques, ah oui, absolument. Oui. Mais il y avait du débat. Il y avait du débat. Regarde, dans ce pays-là, on n'a jamais autant discuté que sous l'ère du parti unique, disons. Senghor n'aimait pas trop ce terme-là. Il disait que c'était des partis unifiés. Pourquoi? Parce que Senghor, c'est quelqu'un qui s'intéressait toujours à ses adversaires ou à ses contradicteurs. Il les cherchait, il allait discuter avec eux et essayait toujours de les ramener à lui. Donc, il disait que là, parce que toutes les constitutions du Sénégal, il n'y a jamais eu une constitution où il est dit que le régime est un régime à parti unique. Donc, pluralité, même s'il n'y avait qu'un parti. Oui. Donc, à cette époque-là, ça discutait. Mais ça discutait fort. On n'a jamais autant débattu dans ce pays. Je donne un exemple. Oui. Club Nation et Développement. Le Club Nation et Développement, c'était un cercle de réflexion où on n'était pas toujours tendre avec le pouvoir. Il y avait l'université qui était bouillonnante. Et les étudiants qui étaient là, qui étaient pour la plupart des étudiants de gauche, nourris de marxisme-léninisme, avaient une structure de pensée et une formation telle que, quand ils posaient les problèmes, ils les posaient avec quand même une densité réelle. N'est-ce pas? Cela ne me semble pas être le cas aujourd'hui. Ensuite, Senghor lui-même. Senghor n'était pas un communiste, ce n'est pas un secret. Mais Senghor, crayon à la main, a lu Marx, Hegel, Rosa Luxembourg. Et ça se reflète dans Liberté 1 jusqu'à Liberté 5. Il connaissait la pensée de ces gens-là, mais dans le moindre détail. Ce qui fait que, à l'époque d'ailleurs, pour les opposants, pour aller s'attaquer à Senghor, il y avait un préalable. Il fallait d'abord se préparer soi-même. Donc, moi, je trouve tout ça tonique et enrichissant. Et aujourd'hui, mais c'est la nuit et le jour par rapport à la misère idéologique et formatrice qui... mais parce qu'on a une pléthore de partis politiques. Oui, c'est plus une cacophonie. Je ne pense pas que ce soit lié au nombre. Hein, parce que le nombre peut tuer les idéologies, par exemple. C'est vrai. Mais je pense qu'on peut être aussi en nombre et être construit et avoir une densité individuellement. Or, aujourd'hui, bon, peut-être que c'est moi-même qui ne connais pas très bien la réalité du terrain politique, mais il me semble que moi, quand je suis les débats, je n'entends pas, je ne vois pas d'épaisseur et de profondeur. Je suis désolé. Je peux le dire parce que bon, ce pays, je l'aime aussi, c'est mon pays. C'est mon pays, même si je ne suis pas un homme politique, si je ne suis pas actif, etc. Si je passe plus de temps à lire de la poésie, bon, quelque part, c'est pas ça. Il nous faut redonner à l'histoire, à notre histoire, le sens de sa logique. Et son histoire était très belle.
C'était une histoire de... Mais vous vous imaginez, vous avez parlé tout à l'heure de la politique culturelle de Senghor. Ouais. 6 ans après l'indépendance, donc 1966, Fesman, ouais. Le premier festival mondial des arts nègres. Mais laissez-moi vous dire que le premier festival mondial des arts nègres n'est pas venu comme ça spontanément. En 1956, autour de présence africaine, il y a eu une réunion extrêmement importante à Paris, à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Descartes. Premier congrès des intellectuels et artistes du monde noir. 56. 3 ans après, au Capitole à Rome, le deuxième congrès. Et c'est au cours de ce deuxième congrès qu'on a décidé, parce que déjà le Ghana était indépendant, la Guinée, etc. Il y avait le mouvement vers les indépendances. Et ces intellectuels ont dit, bon, pendant longtemps nous avons théorisé et discuté, maintenant que nous sommes en train de recouvrir nos libertés, il faudrait que quelque part en Afrique nous organisions un premier festival mondial des arts nègres. Ok. 60, indépendance du Sénégal, Senghor qui était de la bande, et à la tête d'un pays, on lui dit c'est donc à toi qu'incombe la responsabilité de convoquer ces états généraux de la culture. Il marque son accord, mais met une condition, en disant la date c'est moi qui vais la fixer. Laissez-moi me préparer. Il passe en revue notre patrimoine culturel. Oui. Plastique, etc. Parce que quand on organise un festival mondial des arts nègres, en ce temps-là, l'invité qui s'impose, l'invité d'honneur, c'est le Nigeria. Pourquoi? À cause de sa tradition, de sa riche tradition sculpturale. Le Nigeria, c'est Nop et c'est Ifé. Ce pays était pays invité d'honneur. Et Senghor s'est dit, moi je reçois, que vais-je montrer à mes hôtes? Il n'y avait que la peinture sous verre. Or, la peinture sous verre, traitée d'ailleurs d'art naïf à tort, en raison de son graphisme, parce qu'il n'y a pas de la perspective sur la peinture sous verre. Bon, en fait, l'Occident a défini la peinture depuis la Renaissance, et si elle a appliqué à cet art-là, qui est un art qui a joué un rôle extrêmement important dans les faubourgs urbains à l'époque de la contestation coloniale, etc. Senghor a trouvé que ce n'était pas suffisant. Il a voulu créer une nouvelle esthétique. Donc, il s'est dit, laissez-moi le temps. Et c'est ainsi qu'en 1962, il crée de toutes pièces l'école des arts de Dakar, avec cycle de formation 4 ans. 62 plus 4, ça fait 66. Ouais. Donc, c'est en 1966 qu'on a procédé à l'exposition de la première promotion de l'école des beaux-arts. C'était la promotion d'Ibou Diouf. André Malraux, fin connaisseur d'art, arrive à Dakar, représentant le gouvernement. Il visite cette exposition-là. Il voit la création de la première fournée de l'école des arts. Alors là, il est tombé. Et c'est la raison pour laquelle, après, il s'adresse à Senghor. Il lui dit, jamais il n'était arrivé, ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, qu'un chef d'État dise que ce qui est l'avenir de l'esprit, nous allons tenter ensemble de le définir. Et il ajoute, vous tenez en vos mains périssables le destin spirituel de tout un continent. Il s'adressait à Senghor, mais c'était un hommage au Sénégal et à l'Afrique. Et c'est dans cette période-là que le président Senghor a construit, flambant neuf, le théâtre Daniel Sorano, où pour la première fois, on joua la tragédie du roi Christophe. La tragédie du roi Christophe n'avait même pas été jouée à la Martinique. La première fois, on l'a jouée ici. Et ça a révélé qui? Ça a révélé Douta Seck, l'immense Douta Seck, qui, vers la fin de sa vie, avait même cessé d'être Douta Seck. Il incarnait Christophe. Plus beaucoup d'autres du théâtre sénégalais. Et c'est ça. Et c'est aussi la construction du musée dynamique, qui est un temple de la culture. Et ce musée dynamique a reçu une exposition Picasso. J'étais au lycée. Et à l'époque, la politique de Senghor voulait que tous les élèves du lycée aillent visiter cette exposition et fassent des comptes rendus. Voilà ce que nous avons vécu. Mais parlons maintenant de son œuvre immense. Poèmes, et ici porte sa signature. Lequel d'ailleurs de ces poèmes, de ces recueils de poèmes, vous séduit le plus? Vous savez, moi je suis un enfant de la terre africaine, un enfant du Sénégal. L'essentiel de la poésie, 90-95% de la poésie de Senghor, c'est l'évocation de son royaume d'enfance. Et moi je dis, et c'est là que les gens se trompent aussi, quand on ne voit en Senghor qu'un occidental. Non,
profondément nègre. Ce type, excusez-moi de dire ce type, ce monsieur, ce grand monsieur. Quand je parle de Senghor, c'est vrai que j'y mets beaucoup de passion et de flamme. Vous savez, ce n'est pas l'adhésion inconditionnelle à un homme et à une pensée. Il y a que, quand je cherchais à me construire, j'ai rencontré la pensée de Senghor. Et dans cette pensée, j'ai trouvé des axes et des lignes de force qui m'ont permis et aidé à me construire pour être ce que je suis et tel que je voyais les choses. Mais Senghor était habité lui-même par l'incomplétude de la condition humaine. Senghor n'est pas un oracle. Senghor a fait beaucoup de choses. Senghor s'est trompé sur beaucoup de choses. Mais il nous appartient à nous d'être critiques positivement dans sa pensée pour essayer de reprendre chez lui ce qu'il y a de plus tonique, de plus structurant pour pouvoir construire notre avenir. Donc, moi, je pense que la poésie de Senghor, c'est cette poésie de l'évocation du terroir. N'est-ce pas, quand il chante Gilor, quand prisonnier, il est en France, il dit « Mère, je suis un soldat humilié qu'on nourrit de gros mille. Dis-moi donc l'orgueil de mes pères. » Parce que en Grèce, à l'époque, au temple de Delphes, il est inscrit « Gnoti Seoton », connais-toi toi-même, cette devise. C'est une manière de dire qu'il nous a aidés à nous connaître. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que 40 ans après son retrait du pouvoir, 20 ans après sa mort, à l'heure où le monde bascule, parce qu'aujourd'hui, le monde vacille entre apogée et apocalypse. Le monde est entre les mains de l'appétit féroce de financiers, fougueux félins de la haute finance, qui pour une poignée de dollars peuvent faire exploser le monde. On a vécu des crises en 2008, etc. Le monde est aujourd'hui aussi dans la tentation du repli. En France, où je vis, je passe beaucoup de temps, un apôtre tenant du grand remplacement, dit-il, du grand remplacement. Un constructeur, un bâtisseur de murs entre les civilisations et entre les cultures. Voilà ce que nous vivons. Et ce type-là, degré zéro de la pensée. Oui, c'est un type, lui. Il faut virer les musulmans, il faut virer les Africains, il faut virer les Arabes, il faut virer... Voilà, la France est faite d'addition. N'eût été l'apport incroyable venu d'ailleurs, il n'y aurait pas de France. N'est-ce pas? Et ce type-là, qui lui-même est venu, c'est lui qui dit il faut virer tout le monde. Première chose. Mais le problème, c'est qu'il peut dire des inepties à longueur de journée. Mais vous voyez comment on le traite, comment des puissances d'argent qui sont derrière lui déroulent un tapis médiatique, mais sans précédent. Quelque part, j'ai lu un papier vendredi dernier de notre ami Mahmoudou Ibra Kane. Mais ils nous pompent l'air, ces Occidentaux-là. Ils nous pompent l'air quand ils continuent à vouloir se comporter de cette manière avec nous. Et c'est bien la raison pour laquelle Senghor parlait de mépris culturel. Voilà la réalité. Donc je pense qu'aujourd'hui, entre ces deux-là, l'aura et le bonheur de vie dont reste baignée la pensée de Senghor constituent pour nous un trésor pour lutter contre la sorcellerie séditieuse de ces tenants du repli sur soi. Parce que Senghor, c'est une pensée médiane, c'est l'enracinement, c'est l'ouverture, c'est le dialogue des cultures. Et il a dit l'avenir du monde appartient au métissage. Au pays de Senghor, la littérature est à son âge d'or. Boubacar Boris Diop, pour ne citer que cela, un bel hommage au poète d'abord, au président après. La littérature, dans un monde qui vacille, un des classiques de notre littérature sénégalaise et africaine, l'aventure ambiguë. De Cheikh Hamidou Kane, oui. Que dit-il? Nous n'avons pas eu le même passé, mais nous aurons rigoureusement le même avenir. L'ère des destinées singulières est révolue. Nul ne peut plus vivre de la seule préservation de soi. La génération de l'aventure ambiguë a donné une nouvelle génération qui est au firmament de la production. Même si elle n'est pas en quantité, elle est d'une densité et d'une qualité extraordinaire. Et c'est en cela que Boubacar Boris Diop, Mohamed Bougar, avec qui j'étais il y a quelques jours... décoré par la francophonie. Voilà, de l'ordre de la Pléiade, Félix Sarr,
Elgas, tous ces penseurs-là nous donnent la force de regarder demain et de nous nourrir d'un espoir comme quoi rien n'est perdu si nous savons nous y prendre. C'est ça la réalité. Et dernier mot, la polémique autour de la dépouille, des dépouilles de la famille de Senghor. Vous qui aviez côtoyé Senghor, quelle réflexion sur tout cela? Je me garderai de... Je m'aligne sur ce que... Bon, c'est vrai, il a chanté dans ses poèmes de jeunesse. Seigneur de la lumière et du cosmos, fais que je repose sous Joal l'ombreuse, que je renaisse au royaume d'enfance bruissant de rêve, que je sois le berger de ma bergère par les tannes de Gilor. C'est vrai qu'il l'a écrit. Mes amis, couchez-moi à Joal. Tout ça, il l'a écrit. Mais on me dit qu'il a changé d'avis après et qu'il aurait envoyé une lettre au cardinal chef de l'église pour dire non, finalement, je veux qu'on me garde à Dakar. Je pense qu'il faut respecter ses volontés. El Hadj Hamidou Sall, merci d'être là. Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir de discuter avec vous. Quand on parle avec vous de Senghor, on a envie de vous écouter. Merci. Parce que c'est important de parler de ce que l'on sait. En tout cas, merci d'être là. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cet entretien spécial consacré à Léopold Sédar Senghor 2001-2021, 20 ans après sa disparition. 20 décembre, 20 ans d'exercice au pouvoir, le 20, le chiffre fétiche aujourd'hui. Rendez-vous pour un autre entretien où le livre, l'écriture et la lecture vont plus parler sur ITV.